C'est déjà notre dernier podcast de cette courte lignée en prévision de la Coupe Canada Victoriaville-Fénergique qui commence le 14 août sur les allées du club de golf de Victoriaville. On est bien excités. Puis on a décidé de finir ça en beauté avec un gars qui a passé à ça de gagner le tournoi l'année passée. J'ai nommé mon bon chum, Johan Benson. Johan, comment ça va, mon chum? Ça va très bien, toi. Ouais, absolument. On est à quelques jours seulement que ça commence. Johan à Victo, c'est un endroit que tu affectionnes particulièrement. Ça a passé très, très proche pour toi. Tu faisais partie là, du groupe de meneurs à l'approche de la quatrième ronde l'an passé. Arrivé juste à court. Est-ce que cette année, c'est la bonne afin que tu remportes le tournoi? Bien, j'espère bien. Écoute, c'est un tournoi, comme tu as mentionné, que j'affectionne particulièrement. C'est le tournoi, selon moi, le plus plaisant à jouer au Québec durant l'été. Non seulement de par le parcours, mais de par l'accueil d'Alain Dano et toute l'équipe du Club de golf Victoriaville et les foules qui sont, disons, plutôt nombreuses, surtout lors des rondes du week-end. C'est toujours plaisant de jouer devant des grosses foules. Ça donne du fil à retordre aux arbitres, par exemple, parce qu'on doit contrôler un peu les centaines et centaines de personnes qui se présentent, mais c'est toujours un événement qui est très plaisant à participer. Et encore cette année, Johan, tu as été un des premiers à confirmer ta présence pour le tournoi cette année. Toi qui es quand même très occupé de par tes implications dans le golf, au club de golf Le Mirage, comme analyste à RDS. Donc, en quelque sorte, Johan Benson, il choisit ses sorties parce que c'est un gars pas mal occupé. Oui, j'ai pas la chance de jouer beaucoup de golf. Je te dirais, surtout cette année, j'ai eu un hiver assez chargé avec mes nombreux déplacements. J'ai pris la décision cet hiver de me déplacer à plusieurs événements du PGA Tour pour rehausser un peu la couverture qu'on offre à RDS. Je pense que ça a été un franc succès. Je pense que les gens ont vraiment apprécié. Surtout les capsules que je peux faire en direct sur les coups que les golfeurs vont faire face. Ensuite, RDS m'ont donné un gros mandat. J'ai fait tous les week-ends du mois de mai et juin en studio, non incluant l'Omnium canadien, j'étais sur place. Donc, la charge de travail, le golf a été très peu cet hiver durant les mois de mai et juin, mais depuis l'invitation Bromont, le Bromont Open du circuit canadien, il y a quelques semaines, là, j'ai vraiment mis ma saison en branle. Quand même une belle performance la semaine dernière du côté du championnat national de la PGA du Canada où je défendais mon titre. Ça a bien été, somme toute. Là, j'ai fini quatrième. Donc, c'est toujours plaisant. J'adore la compétition. C'est quelque chose que j'en mange. Malheureusement, j'ai pas le temps de faire ça à l'année. Mais Victo, évidemment, je reçois toujours un texto durant l'hiver de M. Alain Dano me demandant si je peux être là, évidemment, et aussi si je peux jouer le Pro-Am avec lui et Sylvain Chrétien, qui est un bon ami à Alain aussi. Les deux sont inséparables. Je sais que tu les connais les deux, là. Disons qu'on a beaucoup de plaisir durant le Pro-Am, même si c'est dangereux pour les spectateurs de la façon qu'Alain et Sylvain jouent. C'est toujours une belle journée. Donc, j'ai vraiment hâte de les voir là, le mercredi, le Pro-Am du mercredi après-midi avant que le tournoi se mette en branle. Ben, ça, la dernière fois que j'ai participé au programme, je disais, hey, ce serait le fun, tu sais. Ben, mettez-moi avec Johan Benson. Non, non, ce sera pas possible. Il joue déjà avec Sylvain Chrétien. Fait que là, j'ai su à ce moment-là que t'étais là hors de portée. Ça arriverait pas. Ça, c'était sûr. Exact. On a eu avec nous les 2 années que j'ai joué le Pro-Am pour l'instant. Une année, on avait Matthew Lombardi, qui est une légende à Victoriaville, et j'ai Jonathan Huberdeau, mon bon ami, qui s'est joint à nous une année aussi. Donc, je ne sais pas, là, le quatrième membre du Quatuor, si c'est peut-être toi cette année. Non, on me Euh, dit que je vais jouer avec Monsieur le maire sur le ah, ben, foursome d'honneur du Pro-Am le 13 août. Donc, ben, mais pour ce qui est du pro, là, j'imagine que c'est pas moi. Parce que non. j'espère que non. Moi aussi, je souhaite à ton équipe que c'est pas toi. Non, ça n'arrivera pas, c'est sûr. Hey, Yoann, dis-moi, les gens, là, ils me posent toujours deux questions lorsqu'ils me parlent de Johan Benson. Ils me disent, Johan Benson, là, il est-tu bon à ce point-là? Ben oui, il est bon pas mal, parce que c'est un métronome. Tu sais, t'es pas le gars le plus long, Non. mais t'es le gars, par contre, qui a une précision exceptionnelle dans ton jeu. Tu maîtrises les coups de façon exceptionnelle.
Et c'est pas, t'arrives pas, tu dis, wow, tu sais, ça, c'est une bombe à 300, je ne sais pas trop combien de verres. Par contre, ce qui est impressionnant quand on joue avec toi, c'est à quel point tu es vraiment, vraiment proche du fanion à chacun de tes coups d'approche. Ben, c'est un petit peu, je te dirais, mon style de golf. Je fais rien d'extraordinaire, mais je fais rien de mal non plus. Donc, tous les aspects de mon jeu sont plutôt bons, mais comme je te dis, il n'y a rien, là, comme tu as mentionné, il n'y a rien de wow, là. Je te comparerais ça un petit peu si on parle à des grandes stars du PGA Tour, un peu Patrick Cantlay ou Xander Schauffele. Tu sais, pas des golfeurs qui vont t'émerveiller avec la puissance de leur coup de départ. Mais je prends un soin, j'ai pas le temps de pratiquer beaucoup, mais je le sais ce qui fonctionne pour moi. Quand j'ai une heure de lousse pour pouvoir m'entraîner, je fais vraiment attention à bien séparer mon temps dans les aspects de mon jeu. Et puis lorsque j'arrive en compétition, bien, je le sais que ma game est prête. Et puis, je suis quelqu'un qui garde ça très, très simple. Tu sais, j'essaierai pas de viser des fanions avec des fers longs, par exemple, avec un fer 4, fer 5 en main. Je vais plutôt viser le centre du verre ou même un endroit à l'extérieur du verre que je sais que c'est plus facile. Donc, je te dirais que tout en étant un golfeur plutôt régulier, euh, j'essaie toujours de me simplifier la tâche parce que j'ai pas énormément de golf en arrière de la cravate. Même si là, je te dirais que je suis dans une partie de ma saison où est-ce que j'ai plus le temps de jouer. J'étais à RDS en fin de semaine, mais ensuite, je fais pas de RDS avant la Coupe Ryder en fin septembre. Donc, j'ai beaucoup plus le temps de jouer en août et septembre. Et ça me plaît énormément, évidemment, parce que j'aime ça, là. Mais pour en revenir à mon jeu, c'est vraiment une fierté pour moi. Je trouve que ça m'apporte beaucoup de crédibilité avec les gens. Tu sais, tu sais, mon bon ami Mark Hubbard qui a terminé dans le top 5 cette semaine pour sécuriser sa carte pour la saison prochaine, bien, il suit mes résultats. Il a vu que j'ai fini quatrième au championnat canadien. L'année passée, quand j'ai gagné le championnat national, j'ai plusieurs joueurs canadiens du PGA Tour qui m'ont envoyé des textos de félicitations. Un peu comme dans ton domaine, toi, le hockey. En anglais, on dit game respects game. Donc, quand je vais jouer avec les joueurs du PGA Tour et qui voient mon niveau de jeu, qui est quand même, c'est pas le leur, là, c'est pas, le niveau de jeu d'un gars du PGA Tour, mais que j'ai un niveau de jeu quand même respectable, selon leurs critères, évidemment, là. Bien, ça m'apporte beaucoup de crédibilité dans mon travail en tant qu'analyste de golf avec RDS et TSN. Donc, c'est des choses qui m'aident beaucoup dans mon travail de tous les jours, mais aussi une grande fierté pour moi là, de bien faire quand j'ai la chance de jouer des tournois. Oui, puis tu as eu l'occasion au cours des dernières années de développer une communauté de golf qui était Ouais, importante à tes yeux sur Facebook. Puis je trouve que c'est tellement une bonne idée parce que tu as embarqué avec toi un paquet de gens de l'industrie du golf, mais aussi des gens, monsieur, madame, tout le monde, qui aiment le golf, puis qui jouent au golf par plaisir et tout ça. Puis ils peuvent en apprendre énormément sur ton parcours, puis sur tes trucs, puis sur tes voyages. Comment c'est venu d'où cette idée-là? Puis à quel point ça a grossi avec les années sur ben Facebook? ça, tu vas être très déçu, là. C'est durant les années COVID. Bien, Mark Hubbard, le gars pour qui j'ai été cadet, qui est mon meilleur ami, là, on est tellement proches que lorsque la COVID est arrivée, ben, on s'ennuyait l'un de l'autre. Donc, on se FaceTimait souvent avec une coupe de breuvage. Et puis, Mark a eu l'idée que je l'interviewe. Donc, on a trouvé une façon sur Skype de faire une interview comme on fait en ce moment, qui s'enregistre. Et puis, c'est comme ça que c'est parti la communauté golf. Donc, durant l'année COVID, j'ai interviewé peut-être une quarantaine de personnes, que ce soit des joueurs, des cadets, des coachs du PGA Tour, des agents, des arbitres sur le circuit PGA Tour. Et je me suis rendu compte qu'en commençant à faire RDS sur la route ou avec TSN sur la route, bien, tu sais, j'ai un gros bassin de contacts. Et si j'ai la chance, soit sur Facebook, soit sur Instagram,
d'amener les gens, les auditeurs à l'intérieur des cordes, un petit peu en arrière-scène de comment ça fonctionne. Et puis, j'ai l'intention, là, pas cet été, mais cet hiver, j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup d'influenceurs golf aux États-Unis. Donc, eux vont un petit peu me prendre sous leurs ailes. J'aimerais ça me partir une chaîne YouTube de soit de conseils golf ou plein de choses comme ça, juste de partager mon. Tu sais, on fait sa chance dans la vie, ça, je comprends ça, là, mais je suis quand même assez choyé de pouvoir côtoyer l'élite mondiale sur une base très régulière. Donc, j'aime amener les gens en arrière des cordes et un petit peu répondre à leurs attentes et aussi simplifier les choses oui, les joueurs du PGA Tour, c'est les meilleurs au monde, mais il y a une raison pour laquelle ils sont les meilleurs au monde. Puis je trouve souvent, par exemple, je sais qu'on s'en a déjà parlé, je trouve souvent que l'enseignement au Québec est beaucoup trop compliqué comparativement à ce que les enseignants du PGA Tour enseignent aux meilleurs joueurs mondiaux. Donc, si c'est enseigné d'une façon simple, pour le meilleur joueur au monde, ben, pourquoi que ce serait pas simple pour le membre au Mirage, par exemple, ou le golfeur qui a un moins bon calibre? Donc, ça, c'est des choses que j'aimerais faire dans le futur et qui va très bien pour l'instant. Non, ben c'est une excellente idée. Je t'encourage à aller dans cette direction-là parce qu'effectivement, YouTube est devenu une terre d'accueil là, de façon importante. Puis ça permet d'aller chercher un revenu aussi Ouais, qui peut être fort intéressant. Tu sais, tu as parlé d'un paquet de choses, puis de ta carrière dans le golf, puis de maintenant qui se transpose au grand écran, mais faut pas oublier que tu as des participations au US Open aussi en arrière de la cravate. ouais. C'est quand même pas rien là, de jouer probablement le tournoi le plus difficile dans le monde. En tout cas, chaque année, on dirait que c'est ça. Le US Open, encore cette année, dans le coin de Pittsburgh, ça a été un défi de golf exceptionnel. Explique-nous un peu, Johan, à quel point c'est compliqué de se rendre à cette étape-là pour se qualifier pour le US Open. Ben, pour un gars comme moi qui n'a pas de statut sur le circuit PGA Tour, on doit passer au travers ces deux systèmes de qualification. Tu as la qualification locale. Tu t'inscris au travers du site de la USGA, je te dirais, autour du mois de mars. Tu choisis le site où tu vas aller faire la qualification locale. Pour les gens qui nous regardent ou qui nous écoutent, ça prend un handicap de 2 ou moins, je crois, pour avoir le droit de s'inscrire. Qualification locale veut dire c'est une qualification de 18 trous. Selon le nombre de participants, on prend, mettons, 4 joueurs ou 5 joueurs pour passer à l'étape suivante, qui est la grosse étape, ce qu'on appelle le sectional. Ça, c'est le lundi de la semaine précédant le US Open. C'est 36 trous dans la même journée. On appelle ça le longest day in golf. Mais là, c'est vraiment plaisant parce que moi, je l'ai joué souvent, même très souvent dans les dernières années également. Puis moi, je le fais toujours à Toronto, qui à cause que je vais être là pour l'Omnium canadien de toute façon pour RDS. Donc, dans les dernières années, j'ai joué avec Aaron Rai, j'ai joué avec d'autres joueurs du PGA Tour pendant 36 trous. Donc, ça aussi, ça m'aide pour faire mon travail parce que, tu sais, quand tu passes 8 heures avec un gars, tu finis par le connaître quand même comme il faut, là. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Tu passes 18 trous de qualification, les qualifications locales. Ensuite, tu t'en vas aux qualifications sectional, qui est 36 trous dans la même journée. Et là aussi, ils vont prendre selon la quantité de joueurs. Souvent, ça a à voir avec la qualité de joueurs. S'il y a plusieurs joueurs qui sont très haut classés à l'ordre du mérite mondial, mais on va donner plus d'exemptions. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne, mais c'est très compliqué. Là. Tu parles de dizaines de milliers d'inscriptions pour une soixantaine de participants environ. Ah, c'est incroyable. Puis, tes souvenirs de ces participations-là, Johan, qu'est-ce que tu en as tiré? Ben moi, j'adore. C'est sûr que les qualifications locales, c'est pas donné non plus, pas en fait monétaire. Là, c'est pas si dispendieux que ça, mais tu sais, c'est les jeunes maintenant qui jouent au golf. On le voit sur le PGA Tour Americas maintenant. Tous les gars qui graduent des collèges américains, c'est plus fort que jamais le golf. Donc, c'est pas garanti de passer les qualifications locales, mais si tu peux jouer les qualifications sectionals, mais tu le sais que tu vas jouer un parcours extraordinaire, peut-être même deux parcours, parce que des fois, c'est selon la quantité des joueurs.
Tu vas jouer sur 2 excellents parcours, souvent des parcours privés qui sont non accessibles outre les qualifications parce qu'il faut être membre. Donc, tu as toujours la chance de jouer des parcours absolument incroyables. Puis, comme j'ai dit, tu as souvent la chance de jouer avec un joueur qui est très bien établi. Là. Je me souviens l'année dernière, quand j'avais joué du côté de Niagara Falls, j'étais le seul pro de club. Là. C'était tous des gars qui venaient de jouer le Canadian Open, puis moi. Fait que, tu sais, c'était quand même... Puis c'était Mark Hubbard, mon bon ami, qui avait gagné la qualification pour recevoir son laissez-passer. Puis lui avait rassemblé tout le monde. Moi, j'avais le dernier départ. Ça a donné comme ça. Là. Puis lui avait rassemblé tous les gars en arrière du 18e quand moi, j'ai monté. Tu sais, parce que Mark, il sait que je travaille fort. Puis s'il y en a un qui est fier d'où je suis rendu, ben c'est bien lui. Et puis ça me rend toujours très, très fier de voir les Nick Taylor, les Corey Connors avec qui j'ai joué professionnel, les Mackenzie Hughes, Adam Hadwin, sont toujours tellement disponibles pour moi, parce qu'ils savent que j'ai travaillé fort pour en être où je suis. Et puis, ils sont très, très fiers de moi. Donc, ça fait toujours un petit velours là, quand l'élite mondiale t'aide dans ton travail. Ben oui, c'est clair. Puis bon, il y a encore du très, très bon golf en toi, Johan, même si tu joues moins de ton propre aveu que tu le souhaiterais peut-être, mais la vie nous amène là et tout ça. Mais c'est tu recules plutôt dans ta vie et tout ça, parce que tu m'as déjà dit dans le privé que si tu t'avais consacré tout le sérieux dans ton golf plus jeune, ben, tu aurais peut-être tu sais, fait quelque chose d'encore plus grandiose dans le golf. Est-ce que tu as-tu Ben, des regrets dans ton cas là-dedans ou je c'est tout pense simplement. que je pense que j'ai mis tous les efforts que je pouvais mettre. J'ai eu aucun encadrement. Tu sais, j'ai jamais eu d'enseignant, j'ai jamais eu de physiothérapeute, j'ai jamais eu vraiment d'aide financière. Tu sais, moi, si quelqu'un m'aidait, tu sais, si on me donnait 5 000 $ par exemple pour me commanditer, ben moi, tu sais, je m'auto-motivais que je vais faire 10 000 avec le 5 000. Puis, donc, toutes mes bourses étaient toujours réinvesties dans ma carrière. Puis après ça, ben, tu arrives sur le Corn Ferry Tour où est-ce que tu sais, tu es à côté de Justin Thomas qui a probablement 500 000 dans son compte. Tu sais, tu t'en vas pas tu t'en vas pas à la guerre avec le même arsenal tu sais, donc ça, je te dirais, puis moi, j'ai eu des maux de dos 2013, 2014. C'est un petit peu ce qui a mis fin à ma carrière de joueur à temps plein. Et c'est là que Mark m'a demandé de devenir son cadet en juillet 2014, que j'ai accepté. Puis on a eu vraiment 5 années extraordinaires. Puis c'est niaiseux à dire ou un peu loufoque à dire, mais en côtoyant l'élite mondiale, ce que j'avais jamais fait avant, bien, ça m'a amené à être un meilleur joueur parce que tu te rends compte que même l'élite mondiale, il en rate des coups. Je te dirais que la chose la plus difficile à acquérir, tu peux demander à Étienne Papineau, tu peux demander à n'importe qui, le sentiment d'appartenance, plus tu gradues en niveau, ça peut être la même chose pour les joueurs de hockey. Quand tu arrives avec l'élite, c'est le sentiment d'appartenance qui est très difficile à acquérir. Puis la seule façon d'acquérir ça, c'est en les côtoyant. Moi, j'ai pas eu, j'ai eu la chance de jouer le Corn Ferry, c'est quand même pas si mal. Là. C'est le circuit juste en dessous du PGA Tour, mais de côtoyer ces gars-là, maintenant en étant cadet, bien, j'ai vu un petit peu leur façon de faire. J'ai vu que tu sais, c'est pas tous les pros à chaque semaine qui jouent comme les gars à TV. Là. Tu sais, lorsqu'on regarde la télévision, tu vois le top 10, top 15 peut-être de cette semaine-là, mais tu vois pas les 100 autres qui ont pioché. Tu sais, donc, c'est un petit peu de les faire redescendre sur le plancher des vaches. Et puis, tu sais, quand j'ai la chance, tu sais, cette année, j'ai été à peut-être une quinzaine d'événements du PGA Tour, incluant des majeurs, ben, tu les vois à l'œuvre. C'est sûr que les gars comme Bryson DeChambeau ou Rory McIlroy qui frappent 40-50 verges en avant de moi, ben ça, c'est pas accessible pour moi, mais tu les vois faire autour des verres, dans les différents climats, différentes conditions. C'est juste des petits trucs que tu prends en les regardant faire. Moi, je suis très observateur. Je l'ai toujours été. C'est comme ça que j'ai appris à enseigner aussi. Moi,
J'ai appris à enseigner en regardant les enseignants de Tiger, de tout le monde à l'œuvre. Moi, je faisais assemblant. Quand Marc finissait sa journée, il s'en allait du club. Moi, je reprenais le sac à Marc, là, un gros sac avec son nom dessus. Puis j'allais me planter à côté de Tiger, Adam Scott, Phil Mickelson. Je les ai tout fait. Puis j'écoutais ce que les gars faisaient avec leurs joueurs, que les enseignants faisaient avec leurs joueurs. Puis c'est Sean Foley qui était le coach à Tiger dans le temps, un Canadien, qui s'est rendu compte après quelques semaines que je revenais avec le sac à Marc, mais Marc revenait jamais. C'est lui en premier qui m'a demandé qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu es tout le temps là, puis Marc n'est pas là. Mais je voulais pas me faire prendre, je voulais juste t'écouter. Il travaille avec Tiger Woods, tabarnouche, Ben ouais. tu vas bien apprendre quelque chose. Là. Puis le Fait Tiger que, est à côté, puis il frappe des bombes, là. il frappe des bombes, il frappe des fers, il frappe des wedges. Moi, je suis planté à côté, puis j'écoute. Ben, il dit la prochaine fois, il dit, tu laisseras le sac dans le clubhouse, puis tu viendras écouter. C'est comme ça que j'ai rencontré Derek Ingram, le coach de l'équipe canadienne, Butch Harmon, David Ledbetter, Josh Gregory, les grands coachs, les coachs des gars sur le PGA Tour maintenant. Puis, tu sais, c'est en les écoutant, en voyant la simplicité de l'information qu'ils prodiguent à leurs élèves. Donc, moi, c'est un petit peu comme ça que j'ai appris à enseigner, d'écouter ce qu'ils faisaient avec les meilleurs joueurs et joueuses, parce que les coachs, ils coachent des femmes aussi. Donc, c'est un petit peu de fil en aiguille ce qui m'a amené dans le niveau de l'enseignement également. Là. Les cadets, Johan, sont-tu tous très bons au golf ou c'est Non. juste des gars là, qui ont un bon sens d'observation puis qui connaissent leurs golfeurs par cœur puis qui sont en mesure de bien les conseiller? Bien, l'ancienne garde des cadets, c'était des cadets de country club. Tu sais, si tu parles du temps de Jack Nicklaus, tout ça, les gars n'avaient pas des cadets permanents. C'était des cadets du country club où ils allaient jouer. Chaque golfeur se faisait assigner un cadet. Puis si ça allait bien une année, mais tu prenais le même l'année suivante. Après ça, vu que les bourses ont augmenté et puis que là, maintenant, les cadets pouvaient faire quand même un bon revenu en étant sur la route, mais là, les cadets permanents sont arrivés. Et puis maintenant, je te dirais, moi, quand j'ai commencé à cader, il y avait encore quelques cadets de la vieille garde qui étaient des cadets d'expérience, tout ça. Maintenant, je te dirais qu'il y a la plus grosse tendance, c'est oui, des bons golfeurs, mais ça va être souvent un golfeur avec qui tu as joué au collège américain qui va venir te cader. Rory McIlroy, son cadet, c'est un de ses meilleurs amis d'enfance. Donc, oui, il y a des excellents golfeurs, mais c'est pas tous des bons golfeurs. C'est souvent juste une personne avec qui tu as beaucoup d'affinité, avec qui tu aimes passer du temps, parce que tu passes du temps en maudit avec ton cadet. Donc, je te dirais, de plus en plus, le gars qui a gagné hier, c'est son frère maintenant, qui est son cadet, Cameron Young. De plus en plus, les golfeurs y vont parce qu'ils sont tellement préparés avec les trackman, avec tout ça, avec les yardage books qui sont tellement détaillés maintenant. Le cadet, c'est sûr que les cadets, c'est une job éreintante, mais c'est moins de travail qu'avant à aller voir, à étudier le parcours, tout ça. Maintenant, quand tu vas sur le terrain, tu étudies plus les conditions de parcours, de la façon que la balle réagit versus avoir à regarder toutes les têtes de gicleurs et prendre les distances. Maintenant, c'est tellement détaillé dans les yardage books que le travail est pratiquement tout bien fait. Oui, je comprends que n'importe quel sport est évolutif, puis le golf, Mais oui. ça fait partie de ça aussi. Comment ça marche, les bourses? Parce que il y a un paquet de golfeurs ne font pas la cote. Le cadet, lui, il peut pas se permettre de ne pas manger sa sandwich après le tournoi non plus. Comment ça marche? Mais sur le circuit PGA Tour, je te dirais qu'un salaire de base pour un cadet, ça, c'est un joueur marginal, là. Ce serait autour de 2000-2005 US par semaine. Et après ça, tu ajoutes la bourse. Donc, 10% d'une victoire. Souvent, ça va être 7 ou 8% quand le golfeur fait la coupure. Donc, si ton joueur manque la coupure, ben toi, au moins, tu as ton 2005 US par semaine pour survivre, pour payer ta voiture de location. Souvent, les cadets maintenant, tu sais, puis moi, dans mon temps,
je parle comme si ça fait longtemps, là, mais j'ai arrêté de cader en 2019. Euh, les Airbnb, c'était pas encore. Donc maintenant, les gars peuvent louer une maison à 3-4 chambres à coucher et ça revient beaucoup moins dispendieux qu'une chambre d'hôtel. Il y a des villes où c'est abordable. Il y a des villes où qui sont, quand tu es à Los Angeles, il n'y a rien de cheap à Los Angeles. Donc, faut faire attention quand même. Mais maintenant, avec les bourses et puis tout ça, disons que la grande majorité des cadets sur le PGA Tour gagnent bien leur vie. Sur le Korn Ferry, les bourses, c'est encore les bourses ont pratiquement pas changé dans les 20-30 dernières années. Sur le circuit en deçà du PGA Tour, donc, les cadets sur le Korn Ferry Tour, c'est beaucoup plus difficile là, de gagner sa vie. Là. En terminant, Johan, Victo, maintenant, c'est dans quelques jours à peine que ça ouvre pour la Coupe Canada, Victoriaville, Fénergique. L'an passé, tu es arrivé juste à court, c'est Maxwell Sear qui l'a emporté. Tu étais avec lui à la toute fin, là, le dernier groupe de golfeurs. Il avait joué vraiment là, Ouais. un tournoi carrément exceptionnel. Il a confirmé sa présence à nouveau cette année, donc tu sais très bien que lui, d'après moi, il va encore faire partie des favoris. Oui, Max, je l'ai vu. Je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Je pense qu'il était au Canadian Open. Peut-être pas comme joueur. En tout cas, je m'en souviens pas. Je me souviens très bien, par exemple, la ronde finale. Tu sais, on a déjà joué ensemble. Moi, je courbe la balle de gauche à droite. Donc, les organisateurs du tournoi avaient tassé les jalons au 1 complètement sur la headset, au 7 complètement à gauche, au 13 complètement à gauche. Donc, moi, ça me menottait un petit peu pour pouvoir couper les coins. Là. Ça, je m'en souviens. Puis c'est drôle parce on s'en est parlé il n'y a pas longtemps, moi puis Max. Tandis que Max, lui, c'est un gaucher comme toi, mais qui coupe la balle. Donc, sa balle va vers la gauche. Donc, lui pouvait y aller avec le bois numéro 1 et couper le coin, tandis que moi, je te menottais. Fait que, tu sais, sur 3 ou 4 trous, Max Il y a avait des eu trous un à Victo que le gaucher va être favorisé, là. Ça, c'est Max sûr. avait un gros avantage sur ces trous-là. Où est-ce qu'un droitier, on pouvait tout simplement pas couper la balle ou hooker la balle, si tu veux, vers la gauche suffisamment. Mais c'est certain, mais tu sais, moi, je vois ça comme, tu sais, le tournoi que je viens de jouer, le championnat canadien à Pine Grove, la Coupe Canada à Victo, tu sais, je suis en vacances, moi, là. Je m'en vais là pour m'amuser. J'ai un fun incroyable à côtoyer les gens. Les gens sont tellement sympathiques avec moi, sont curieux souvent, mais lorsqu'ils voient un petit peu ma personnalité, tu sais, moi, je jase pendant que je joue, j'ai du fun. Donc, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je prends mon rôle d'ambassadeur très modestement là, de golf au Québec, très au sérieux. Puis je trouve ça important des tournois comme ça pour mettre le golf au Québec en valeur. Puis il n'y a rien de mieux qu'à Victo. Comme je t'ai dit en début de notre entretien, là, pour moi, c'est toujours le tournoi que je préfère. C'est le tournoi où il y a le plus de foule. Passer du temps avec Alain, avec Sylvain, avec toi, avec les gens qui sont là, les bénévoles qui reviennent année après année. C'est vraiment un bel événement. Puis j'incite vraiment les gens à venir nous voir jouer, à venir encourager les golfeurs, qu'ils soient d'où ils viennent, peu importe. Mais c'est vraiment du bon calibre de jeu. C'est un terrain qui est le fun à jouer. Puis c'est toujours, l'organisation est toujours A1. Donc c'est vraiment, c'est le tournoi le plus fun à jouer là, de l'année. En tout cas, moi, c'est sûr, Johan, que je vais t'accompagner probablement le jeudi. Faut partir ça comme du monde, le tournoi. Fait que là, je t'accompagne de A à Z pour la ronde numéro 1. Là. C'est Va essayer de super. te donner les meilleurs conseils possibles pour un terrain que je connais par cœur. Parfait. Merci beaucoup. Johan, c'est un grand plaisir de te recevoir. La meilleure des chances à Victo pour la Coupe Canada. Puis à très bientôt, mon cher. On invite les gens à venir te supporter sur le terrain. Tu vas assurément être l'un des golfeurs les plus applaudis chaleureusement, ça c'est sûr. Ben, j'apprécie vraiment. Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu. Salut, Johan. Bye bye.